J'ai surpris ma fiancée assise sur les genoux d'un collègue sur Instagram, sans sa bague de fiançailles, alors j'ai vidé notre fonds de mariage de 60 000 $ et j'ai disparu au beau milieu de la nuit. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était d'être honnête. Mais au lieu de ça, elle a choisi de mentir. Et pas seulement à moi. Elle a menti à tout le monde. Quand j'ai découvert la vérité, j'aurais pu tout arrêter là. Mais non, je suis allé plus loin. Et plus j'allais loin, plus la situation empestait. Et à la fin, c'est elle qui a tout perdu. J'ai 32 ans. Ma fiancée, appelons-la Sarah, en a 30. Nous étions ensemble depuis 5 ans, et fiancés depuis 10 mois. Nous vivions dans un appartement que nous louions à 2. Les préparatifs du mariage battaient leur plein. Nous avions fixé la date à environ 8 mois plus tard. La plupart des prestataires principaux étaient déjà réservés et les acomptes versés. Le fond du problème tourne autour d'une série d'attitudes douteuses, et d'un incident précis qui m'a poussé à prendre des décisions radicales. J'écris ceci pour exposer la chronologie exacte des événements. Nous avions un compte épargne commun destiné au mariage. En 1 an et demi, nous avions accumulé environ 75 000 $ dessus. L'argent venait de nos 2 salaires, bien que la majorité vienne du mien, car je gagnais nettement plus. J'étais le titulaire principal de ce compte, un détail qui deviendra important plus tard. Le premier signal d'alarme, que je ne comprends pleinement qu'aujourd'hui, concernait la bague de fiançailles. C'était une bague qu'elle avait elle-même choisie et qu'elle disait adorer. Après la demande, elle la portait sans arrêt pendant le premier mois. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'elle ne la mettait plus pour aller au travail. Elle travaille dans le service client. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit que porter une bague aussi chère faisait peu professionnel dans son environnement de travail. Elle expliquait que cela pourrait changer la perception que les clients ou collègues avaient d'elle, ou que cela attirerait une attention non souhaitée sur ses mains pendant les présentations ou réunions. Je ne comprenais pas trop cette justification, surtout que beaucoup de professionnels portent des alliances ou bagues de fiançailles. Mais au début, j'ai accepté. Quelques semaines plus tard, son excuse a évolué. Elle disait maintenant que son statut matrimonial relevait de la vie privée, et qu'elle ne se sentait pas obligée de le montrer à ses collègues ou clients via un symbole visible. Elle affirmait que son travail devait être jugé uniquement sur ses performances. Cette explication a créé un peu plus de tension entre nous. Je lui ai suggéré que le fait d'être fiancé est généralement vu comme quelque chose de positif, et qu'il n'y avait aucune raison de le cacher sauf en cas de danger, ce qui n'était pas du tout le cas dans son entreprise. Elle est restée ferme, disant que c'était sa décision, et que son confort au travail passait en priorité. Ce schéma s'est poursuivi. Elle portait la bague quand nous sortions ensemble le week-end ou lors d'événements sociaux, mais jamais au bureau. Parfois, elle oubliait, même de la mettre les week-ends, et je devais lui rappeler, ce à quoi elle répondait toujours « Oh, j'ai oublié, c'était pas volontaire ». J'ai aussi remarqué qu'elle devenait de plus en plus discrète avec son téléphone. Il avait toujours eu un mot de passe, ce qui est normal, mais maintenant elle faisait en sorte que je ne vois jamais l'écran quand elle recevait des notifications. Et puis, elle a commencé à parler souvent d'un collègue en particulier. Appelons-le Chad. Elle mentionnait des projets sur lesquels ils travaillaient ensemble ou des blagues qu'ils faisaient en réunion. Au début, rien d'inquiétant. Mais plus le temps passait, plus elle en parlait. Et elle restait de plus en plus tard à des événements professionnels ou dîners d'équipe. Quand je lui demandais, elle répondait vaguement, truc d'équipe, ou networking avec un client. Ses réponses étaient toujours brèves. Parfois, je lui proposais d'aller la chercher, mais elle refusait, disant qu'elle rentrerait avec un collègue ou prendrait un taxi. Même les préparatifs du mariage devenaient source de stress. Je pensais que c'était juste la pression normale de l'organisation. Sarah était extrêmement pointilleuse sur certains détails, le lieu, le photographe, la robe, toujours parmi les options les plus chères. J'ai exprimé mes inquiétudes sur le budget, proposant des alternatives plus abordables. Elle me répondait que c'était un événement unique dans une vie, et qu'elle voulait que ce soit parfait. Comme nous avions déjà économisé 60 000 $, elle pensait que nous pouvions nous le permettre. J'ai cédé sur beaucoup de points, voulant la voir heureuse et éviter des disputes inutiles. Environ 15 000 $ avaient déjà été utilisés du fonds pour payer les acomptes de ses prestataires haut de gamme. Mais tout a éclaté il y a 3 jours. C'était un mardi soir. Sarah était censée être à une réunion de travail qui devait se prolonger par un dîner avec un potentiel nouveau client et quelques collègues de l'équipe, dont Chad. Elle était partie travailler le matin, une fois de plus, sans sa bague de fiançailles.
Vers 21h30, je faisais défiler Instagram. Une connaissance commune, quelqu'un qui connaît à la fois Sarah et moi, mais qui a plus de lien professionnel avec elle, a publié une story. Cette personne était également présente à l'événement où Sarah avait dit qu'elle serait. Les premiers extraits de la story semblaient innocents. Des photos de groupe dans un restaurant, quelques images de plats. Puis est venue une courte vidéo, d'environ 15 secondes. Dans la vidéo, la caméra balaye une table. Sarah apparaît dans la scène, assise sur les genoux de Chad. Et ce n'était pas de façon anodine. Son bras était posé sur ses épaules, sa tête inclinée tout près de la sienne, et ils riaient ensemble. Il avait une main sur sa taille, assez haut, presque sur son flanc. Elle était penchée contre lui, et à un moment, elle lui caresse même le visage de manière joueuse avec l'autre main. L'endroit ne ressemblait pas du tout à un dîner d'affaires formel. Ça ressemblait à un bar. L'éclairage était tamisé, on entendait de la musique en fond. Il y avait d'autres collègues autour, certains que j'ai reconnus de précédentes publications de Sarah sur le travail, et tout le monde semblait s'amuser. La légende de la story postée par cette connaissance disait quelque chose comme « l'équipe se détend ». Juste après ce clip, la même personne a posté une photo, cette fois une selfie prise par Chad lui-même. Sarah était collée à son visage, tous deux faisaient des grimaces et des sourires idiots. La légende disait « Trouvez-vous une chambre, vous deux ». Tellement heureux pour notre petit couple du boulot de cœur @Chad @Sarah. Elle avait tagué les deux. Ma fiancée était littéralement appelée « l'épouse de travail » de Chad, tout en étant assise sur ses genoux, sans sa bague de fiançailles, et tout cela exposé sur les réseaux sociaux. J'ai regardé la vidéo plusieurs fois. Il n'y avait aucun doute, c'était bien Sarah. Et il n'y avait pas non plus à discuter du niveau d'intimité entre eux, leur langage corporel parlait de lui-même. Ces explications sur le professionnalisme et la vie privée au travail prenaient maintenant tout leur sens. J'ai ressenti une rage intense, difficile à décrire. Mais je ne l'ai pas appelée. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je n'ai pas attendu qu'elle rentre à la maison. Ma première réaction, quelques minutes après avoir vu cette story, a été de me connecter à notre compte commun pour le mariage. Comme je l'ai mentionné, j'en étais le titulaire principal. J'ai transféré tout le solde, $60 000, vers mon compte personnel, auquel elle n'avait pas accès. Le transfert a été immédiat. Ensuite, j'ai fait des captures d'écran de la story Instagram, de la vidéo, de la photo et de la légende avec le commentaire sur « mari et femme au travail », au cas où elle essaierait de supprimer les preuves plus tard. Ma prochaine étape a été de faire mes valises. J'ai pris 3 grandes valises. J'y ai mis tous mes vêtements, mes documents personnels, mon ordinateur portable, mon matériel de travail, ainsi que mes objets de valeur personnelle ou financière. Cela incluait certaines œuvres d'art que je possédais avant de rencontrer Sarah, ainsi que ma collection de montres. Je n'ai rien pris qui soit clairement à elle ou qui ait été un achat commun pour l'appartement, comme les meubles ou les appareils électroménagers. Même si beaucoup de ces meubles avaient été achetés avec mon argent, j'ai décidé de les laisser, pour l'instant. Faire les valises a été difficile. J'ai essayé d'être aussi rapide et méthodique que possible. Cela m'a pris environ 2 heures. Le contrat de location de l'appartement était au nom de nous deux. J'ai retrouvé ma copie du contrat et je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine. J'ai écrit un mot très clair. Sarah, j'ai vu la story sur Instagram. J'ai retiré les $60 000 du fonds de mariage. L'intégralité. J'ai déménagé. Ne me cherche pas. Les clés sont sur le comptoir. J'ai laissé mon porte-clés avec les clés à côté du mot. Puis j'ai appelé une entreprise de déménagement disponible 24h24, spécialisée dans les petits déménagements urgents. Je leur ai expliqué que j'avais besoin de transporter quelques valises et cartons vers un entrepôt sécurisé immédiatement, puis de me rendre à un hôtel. Ils sont arrivés en moins d'1 heure. Je leur ai montré ce qu'il fallait emporter. Pendant qu'ils chargeaient mes affaires dans le fourgon, j'ai fait un dernier tour de l'appartement pour vérifier que je n'avais rien oublié d'important. Je suis parti avec les déménageurs vers 1h30 du matin. Je leur ai demandé de déposer mes affaires dans un garde-meubles que j'avais trouvé rapidement sur Internet. J'ai payé 3 mois d'avance. Ensuite, ils m'ont déposé dans un hôtel, dans un autre quartier de la ville. J'ai fait le check-in avec ma propre carte de crédit. Sarah rentrait habituellement de ce genre d'événement entre 23h et 1h, parfois plus tard encore. Vu l'heure, elle était probablement encore dehors ou en route vers la maison quand je suis parti.
Je ne voulais pas de confrontation. Je voulais que mes actions parlent d'elles-mêmes de façon claire, irrévocable, avant que toute discussion ait lieu. Déjà dans la chambre d'hôtel, j'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Je savais qu'elle finirait par voir le mot et remarquerait le vide là où se trouvaient mes affaires. Elle aurait probablement une réaction explosive. Mais à ce moment-là, je ne voulais rien entendre. Tout cela s'est passé, comme je l'ai dit, il y a 3 jours. Donc le saut dans le temps est très court. Actuellement, je suis toujours à l'hôtel. La résolution de cette phase initiale, c'est que je me suis physiquement retiré de la situation et que j'ai sécurisé les fonds qui devaient être utilisés pour un mariage que je considère maintenant comme une véritable farce. Je n'ai pas parlé à Sarah depuis. Mon téléphone, comme prévu, a été inondé d'appels manqués et de messages à partir de 2h30 du matin, l'heure à laquelle elle est probablement rentrée chez nous et a vu mon mot. J'ai aussi reçu des messages et des appels de sa mère et de sa sœur. Je n'ai écouté aucun des messages vocaux ni lu les messages en détail, j'ai seulement vu les noms et les aperçus des notifications. La situation actuelle, c'est que j'ai mis fin, de manière effective, à la fois aux fiançailles et à notre vie commune, sans aucun contact verbal direct avec Sarah depuis que j'ai découvert la story sur Instagram. J'ai pris ce que je considère comme une décision décisive pour protéger ma stabilité émotionnelle et financière. Ma question n'est pas vraiment de savoir si j'ai fait le bon choix, je me sens étrangement calme et ferme quant aux décisions que j'ai prises pour quitter la maison et protéger l'argent. La raison pour laquelle j'écris ceci est plutôt de documenter, de poser des mots. C'est peut-être une manière de digérer la vitesse à laquelle une relation de 5 ans et un mariage certains peuvent se désintégrer face à une trahison aussi flagrante. Son comportement avec la bague, ses excuses, ses sorties nocturnes, et enfin, la confirmation visuelle de son intimité avec Chad, tout cela indique un schéma de mensonge et de manque de respect. Le fait que tout cela se soit déroulé publiquement sur Instagram, avec des collègues au courant, voire encourageant cette dynamique de « mari et femme du travail », rend la chose encore plus humiliante. Je ne suis pas ici pour demander si j'ai été le méchant de l'histoire, car sincèrement, je ne pense pas l'avoir été. Mes actions ont été une réponse directe aux siennes. J'écris aussi ceci, je suppose, pour savoir si d'autres personnes sont déjà passées par quelque chose de similaire, ce type de manque de respect flagrant venant d'un partenaire, surtout aussi près d'un engagement majeur comme le mariage, et comment les choses ont évolué après la séparation. Quel genre de réaction ou de complications avez-vous rencontré de la part de l'ex ou de sa famille? J'imagine que tout cela est encore loin d'être fini, surtout à cause des préparatifs du mariage et de l'argent en jeu. Mise à jour 1. Merci à tous ceux qui ont lu mon message initial et laissé des commentaires ou des messages. J'en ai lu une bonne partie. Beaucoup ont demandé des précisions sur certains points, et plusieurs ont partagé des expériences similaires, ce qui, de manière étrange, m'a réconforté. Je ne cherche pas à susciter la pitié, mais comprendre comment d'autres ont géré des trahisons similaires m'a été utile. Certaines personnes ont remis en question la légalité et la moralité du fait que j'ai retiré les 60 000 $ du fonds de mariage. Pour clarifier, le compte était techniquement joint, mais il avait été ouvert à mon nom comme titulaire principal et le sien comme secondaire. Nous avions fait cela par commodité, car je gérais la plupart des finances et des paiements, en raison de la régularité de mon salaire et de mon profil plus organisé financièrement. La majeure partie de l'argent, entre 70% et 75%, venait directement de mon salaire, que je déposais sur ce compte. Même si ce compte était destiné au mariage et qu'elle y a aussi contribué, mes apports étaient bien plus importants. J'ai les relevés bancaires pour le prouver. Je comprends que, pour certains, cela puisse sembler une zone grise, mais étant donné ces actes que je considère comme une rupture fondamentale de la confiance de nos fiançailles, je me suis senti en droit de protéger cette somme. Non seulement pour éviter qu'elle soit utilisée pour un mariage qui n'aura pas lieu, mais aussi pour éviter qu'elle y ait encore accès. Beaucoup de gens ont demandé plus de détails sur la story Instagram. La collègue de travail qui l'a postée est quelqu'un que Sarah avait déjà décrite comme une commère, donc ce n'était pas surprenant qu'elle publie quelque chose de ce genre. Les tags renvoyaient directement au profil public de Sarah et de Chad. Le commentaire sur le « mari et la femme du travail » n'était pas une blague isolée. Les commentaires d'autres collègues, avant que je cesse de regarder, allaient dans le même sens, ce qui montre que cette dynamique était connue sur leur lieu de travail. La personne qui a posté a fini par supprimer la story et la photo, probablement après que Sarah ait compris que j'avais tout vu et que tout s'écroulait. Mais, comme je l'ai mentionné, j'ai fait des captures d'écran et enregistré la vidéo. Quelqu'un m'a demandé si je connaissais Chad. Je ne l'ai vu qu'une fois, brièvement,
lors d'une fête de fin d'année de leur entreprise, il y a plus d'1 an. Il semblait être un employé ordinaire. Sarah n'avait jamais montré de proximité particulière avec lui, à part dire qu'il faisait partie de la même équipe et collaborait parfois jusqu'à ce qu'il commence à apparaître de plus en plus souvent dans ses conversations, récemment. Certains ont suggéré que j'aurais dû confronter Sarah. J'y ai pensé. Mais, d'après nos discussions passées sur des sujets bien moins graves, je savais que cela finirait en manipulation, déni, larmes et tentative de me faire culpabiliser ou de dire que je ne lui faisais pas confiance. J'ai choisi d'éviter ce cycle. Mes actions ont été ma confrontation. Lire les commentaires et réfléchir cette dernière semaine n'a pas changé mon opinion. Au contraire, cela a renforcé ma décision. L'impudence de son comportement, combinée à l'histoire de la bague et à ses excuses bancales, montre clairement que la personne que je pensais épouser n'a jamais existé, ou n'était qu'une façade bien construite. J'ai fait ce qu'il fallait pour me sortir d'une situation qui ne m'apportait que du mal. J'ai passé une partie de la semaine à parler avec un avocat pour comprendre les implications juridiques concernant le bail, l'argent retiré et les contrats liés au mariage annulé. Je suis toujours à l'hôtel et j'ai déjà entamé les démarches pour trouver un nouvel appartement. Je n'ai eu aucun contact direct avec Sarah. J'ai mis son numéro, ainsi que ceux de sa famille, en mode silencieux. Je l'ai bloqué sur toutes les plateformes sociales. Les premiers jours, ses tentatives pour me joindre ont été nombreuses et désespérées. Des dizaines d'appels, de messages vocaux, et une avalanche de textos. Sa sœur et sa mère ont aussi appelé et envoyé des messages à plusieurs reprises. D'après ce que j'ai vu dans les aperçus avant d'arrêter de regarder, les messages ont commencé par de la confusion, « Où es-tu? Que se passe-t-il ?» puis de la panique, « L'argent a disparu. Pourquoi tu as fait ça ?» et enfin de la colère, « Tu ne peux pas juste voler notre argent. Tu es en train de ruiner ma vie. » Je n'ai répondu à aucun de ces messages. Par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai envoyé une notification officielle à Sarah pour l'informer de mon intention de mettre fin au contrat de location et proposer une répartition des quelques biens restants. Je n'ai rien laissé de valeur à contester. Le document stipule également formellement que les fiançailles sont rompues, en raison de ces actes. J'ai aussi contacté les prestataires du mariage. C'est une partie désagréable. La majorité des acomptes ne sont pas remboursables. J'ai déjà perdu environ 15 000 $ sur les 75 000 prévus. C'est une perte financière que j'accepte comme le prix à payer pour tout arrêter. Mon avocat m'a conseillé que, puisque beaucoup de contrats étaient à nos deux noms, elle est aussi légalement responsable pour la moitié des frais d'annulation. Mais pour l'instant, je ne cherche pas à ce qu'elle paie sa part de ces pertes. Mon objectif est une rupture propre. J'ai demandé au prestataire de copier Sarah dans toutes les communications futures concernant les annulations, puisque c'est elle qui avait participé aux réservations. La réaction de Sarah, observée à distance, a été exactement ce à quoi je m'attendais et semble confirmer son attitude déséquilibrée et empreinte d'un fort sentiment de droit. Après avoir reçu la lettre de l'avocat envoyée en recommandé et par email, elle a apparemment redoublé d'efforts pour me contacter. Pas pour s'excuser, mais pour faire des exigences et lancer des menaces. Sa mère a appelé la mienne. J'avais déjà prévenu mes parents de la situation, donc ma mère était préparée. La mère de Sarah m'aurait accusé d'avoir abandonné Sarah, volé l'argent du mariage, et d'être cruelle et instable. Elle a exigé que ma mère me fasse entendre raison, que je rende l'argent de Sarah et que je répare tout. Ma mère lui a répondu calmement que j'étais un adulte, qu'elle avait confiance en mon jugement, et que c'était une affaire entre moi et Sarah, et que peut-être Sarah devrait réfléchir à ses propres actions. La mère de Sarah serait alors devenue irrespectueuse, et ma mère a mis fin à l'appel. Sarah, selon un email qu'elle a envoyé à mon adresse professionnelle, que je n'avais pas encore bloqué, mais c'est fait maintenant, a affirmé que la story sur Instagram était une erreur due à l'alcool et que tout n'était qu'un malentendu. Elle a écrit que Chad n'était qu'un ami et que j'exagérais complètement, agissant comme un psychopathe. Elle a exigé que je rende immédiatement l'argent pour qu'elle puisse continuer à planifier son mariage, ce sont ses mots exacts, son mariage, comme s'il allait encore avoir lieu sans moi. Elle a également menacé de me poursuivre en justice pour l'argent, pour diffamation et pour préjudice émotionnel. Son ton n'était pas du tout repentant, mais plutôt indigné et exigeant. Elle a écrit que je n'avais pas le droit de tout ruiner tout seul à cause d'une photo et d'une vidéo stupide. Aucune mention de l'histoire de la bague ou de son comportement répété. J'ai aussi appris par un ancien ami commun, qui semble être de mon côté, que Sarah raconte une version complètement différente des faits. D'après elle, je serais récemment devenu jaloux et contrôlant de manière irrationnelle,
que je m'opposais à ce qu'elle ait des amis hommes, et que je serais parti de façon inattendue en volant l'argent du mariage pour la punir d'avoir une vie sociale normale au travail. Elle ne parle pas du tout du fait qu'elle était assise sur les genoux de Chad, des gestes déplacés ou des commentaires sur le fait d'être sa femme de travail. Elle se fait passer pour la victime d'un partenaire instable. Cette amie a également mentionné que Chad reste très silencieux et s'est éloigné de Sarah au travail depuis que l'incident est devenu plus connu au bureau. Apparemment, Sarah a fait un scandale au travail quand elle n'a pas réussi à me joindre, ce qui a éveillé la curiosité des collègues. La situation du bail de l'appartement se complique aussi. Elle refuse de signer tout document pour mettre fin au contrat de location par anticipation, probablement par pure obstination ou parce qu'elle ne peut pas payer le loyer seule et ne veut pas déménager. Mon avocat s'en occupe. En résumé, Sarah ne montre aucun signe de remise en question. Elle détourne la faute et attaque. Cela confirme que ma décision d'éviter tout contact direct était la bonne. Cette « vie qui s'effondre », que j'avais mentionnée dans mes pensées personnelles dans mon premier post, ne signifie peut-être pas encore un effondrement matériel, mais bien l'écroulement de ses plans et de ses attentes irréalistes. Elle s'attendait à un mariage luxueux largement financé par moi, et à une vie où ses actions resteraient sans conséquence. Cette illusion, au moins, est bel et bien brisée. Mise à jour 2. 3 mois se sont écoulés depuis que j'ai initialement publié à propos du comportement de mon ex-fiancée Sarah et des mesures que j'ai prises par la suite. Beaucoup de choses se sont passées depuis, et la situation a continué à évoluer, dans l'ensemble, de manière prévisible, bien que toujours frustrante. D'après ce que j'ai pu constater, la vie de Sarah ne s'est pas améliorée. Ma décision de ne maintenir aucun contact direct s'est révélée cruciale. Après le déferlement initial d'appels, de SMS, du mail furieux et de l'intervention de sa mère, les tentatives de contact direct ont diminué, mais n'ont pas complètement cessé. Je reçois encore parfois des messages vocaux que je supprime sans les écouter, et j'ai dû bloquer un nouveau numéro qu'elle a essayé d'utiliser. Le principal champ de bataille est devenu le contrat de location de l'appartement et l'annulation des prestataires de mariage. En ce qui concerne ces derniers, la plupart ont déjà traité les annulations. Le montant total des acomptes perdus s'élève à un peu moins de 17 000 $. Comme je l'avais mentionné, j'ai absorbé cette perte sur les 75 000 $ qui étaient sous ma responsabilité. Sarah, en recevant les confirmations d'annulation et les factures finales, certaines incluant des frais d'annulation supplémentaires non couverts par les acomptes, a apparemment envoyé des mails furieux à plusieurs prestataires, les accusant d'avoir pris mon parti et exigeant un remboursement pour souffrance émotionnelle. Je le sais car 2 prestataires m'ont contacté pour se plaindre du harcèlement, en transférant les courriels. Sa logique semblait être que, puisque c'est moi qui avais annulé, elle était la partie lésée et méritait une compensation. Évidemment, ils l'ont renvoyée au contrat qu'elle avait elle-même signé. La situation du bail a été plus compliquée. Elle a refusé de signer tout document visant à résilier le bail de manière anticipée ou à négocier le rachat de ma part. Elle a continué à vivre dans l'appartement, présumément en espérant que je continue à payer ma moitié indéfiniment. Il restait 5 mois de contrat lorsque je suis parti. Mon avocat l'a informé que je paierais ma part pendant le préavis légal, 60 jours selon les termes du contrat en cas de départ anticipé sans l'accord de l'autre partie, mais que je ne paierais rien au-delà. À partir du 3e mois, elle serait seule responsable du loyer ou devrait faire face aux pénalités de rupture de contrat. Pendant 2 mois, j'ai payé ma part directement au propriétaire, et mon avocat a envoyé une notification à Sarah pour qu'elle s'organise et prenne en charge la totalité du loyer à partir du 3e mois, ou qu'elle quitte les lieux. Selon le propriétaire, qui a contacté mon avocat la semaine dernière, Sarah n'a pas payé le loyer complet au 3e mois, le premier dont elle avait l'entière responsabilité. Elle aurait dit au propriétaire que c'était mon obligation et que je lui avais volé son argent. Le propriétaire a donc engagé une procédure d'expulsion pour non-paiement. Cela signifie que sa situation de logement est maintenant instable, conséquence directe de son refus de coopérer ou d'assumer ses responsabilités financières. J'ai appris, via le même ami commun qui m'avait déjà informé auparavant, que la situation professionnelle de Sarah est également devenue tendue. Sa version des faits, selon laquelle j'étais devenu jaloux et contrôlant, n'a apparemment pas tenu face aux détails du story Instagram, que certains collègues ont vu et sauvegardé avant qu'elle ne le supprime, et à la dynamique de « femme de bureau » avec Chad qui est devenue plus largement discutée. Il semble que Chad se soit complètement éloigné d'elle une fois le scandale éclaté, et aurait dit à des collègues qu'il avait évité une balle et que Sarah était bien trop insistante. Cela l'aurait laissé isolée et ridicule sur son lieu de travail.
Le même contact a mentionné que ses performances au travail se sont dégradées et qu'elle est désormais perçue comme peu professionnelle et source de problèmes. Rien n'est confirmé, mais il y a des rumeurs selon lesquelles elle chercherait un nouvel emploi ou qu'elle serait poussée vers la sortie. Le développement le plus significatif est que Sarah, par l'intermédiaire d'un avocat qu'elle a finalement engagé, m'a envoyé une lettre exigeant le remboursement des 60 000 $, ainsi qu'une indemnisation pour rupture de promesse de mariage, souffrance émotionnelle et atteinte à sa réputation. La lettre était remplie d'allégations exagérées et de mensonges flagrants sur mon comportement et la prétendue innocence de Sarah. Mon avocat a analysé la lettre et a répondu en exposant ma position juridique, en réitérant les raisons de la rupture des fiançailles, en annexant des preuves issues d'Instagram, et en fournissant un détail complet de mes contributions au fonds du mariage comparé aux siennes. Mon avocat a aussi précisé que si elle voulait réellement poursuivre sur le plan financier, une vérification complète de toutes les dépenses liées au mariage serait nécessaire, ainsi qu'un calcul de nos contributions respectives aux frais de vie pendant la cohabitation. Et qu'en ce cas, j'exigerais qu'elle couvre ça par des acomptes perdus ainsi que tous les frais liés à la rupture du contrat de location causé par son irresponsabilité. Les 60 000 $ restent en ma possession. Après avoir déduit les 17 000 $ des acomptes perdus, il me reste donc 43 000 $. Mon avocat est confiant que sa demande pour la somme totale, en particulier la partie qui était clairement mon argent, est très faible, surtout au vu de son comportement. La plainte pour rupture de promesse de mariage est archaïque et échoue presque toujours lorsqu'il existe une justification claire, ce que mon avocat estime que nous avons. Il soupçonne que la lettre de son avocat n'était, pour l'essentiel, qu'une tentative de pression, une manœuvre pour voir si je proposerais un arrangement pour qu'elle disparaisse. Nous avons répondu fermement qu'aucun accord ne serait envisagé, sauf dans le cadre d'un bilan équitable de ses contributions réelles au fonds de mariage, après déduction de sa part des responsabilités communes, telles que les frais d'annulation des prestataires, si elle souhaite suivre cette voie formelle. Nous n'avons reçu aucune réponse depuis que mon avocat a envoyé sa lettre, il y a 2 semaines. Sur le plan personnel, j'ai trouvé un nouvel appartement. J'ai emménagé il y a 1 mois. Il est plus petit que l'ancien. Le processus de séparation des comptes communs et des autres formalités est presque terminé. Je me concentre sur mon travail et la reconstruction d'une routine. La colère initiale a laissé place à une sorte de dégoût fatigué chaque fois que je dois encore traiter quelque chose en lien avec elle. Voir sa vie s'effondrer est bel et bien en train de se produire, mais c'est un processus lent et chaotique, provoqué par ses propres choix et réactions, marqué par un sentiment d'impunité et un manque de responsabilité. Sa réputation professionnelle semble compromise. Sa situation de logement est instable à cause de la procédure d'expulsion, et ses tentatives d'extorquer de l'argent ou de tout régler par des intimidations et manipulations ont échoué. Elle semble repousser les gens autour d'elle. Elle a fait toute une série de choix, ne pas porter la bague pour des raisons trompeuses, adopter un comportement inapproprié avec un collègue, puis réagir avec arrogance et agressivité au lieu d'assumer les conséquences. Les menaces judiciaires de Sarah pourraient se concrétiser en quelque chose de plus sérieux, ou bien disparaître une fois que son avocat lui expliquera les coûts et la faible probabilité de succès de ses revendications les plus absurdes. Pour moi, la rupture de la relation est désormais totalement consommée. La personne que je croyais être Sarah n'a clairement jamais existé ou n'était qu'un personnage très bien joué. Commentaire Monsieur Reddit. Franchement, toute cette histoire montre à quel point certaines personnes refusent d'assumer les conséquences de leurs propres choix. Il a fait ce qu'il fallait, poser des limites claires, agir avec maturité, et protéger son avenir. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la dignité. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il a eu raison de tout couper net? Dites-moi dans les commentaires, je veux vraiment savoir vos avis. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine!